se réfère aussi à ce qui s'est passé récemment s'agissant de Luceni Camara. Oui. On a pas besoin que d'autres cas de décès soient enregistrés à la maison centrale. La Guinée a été le pionnier à dire non à De Gaulle, mais aussi à ouvrir le camp Boiro. Parce que quand vous lisez l'historique de ces tyrans africains, mais c'est nous qui avons ouvert le bal, n'en déplaise. Donc maintenant, on n'a plus besoin d'un retour en arrière. On espère que le CNRD va se ressaisir, mettre de l'eau dans son chapalo pour qu'on en sorte. Bien, Mohamed Kaba, je disais que voilà, il y a un minimum de gestes quand même de bonne foi et de détente politique qui peuvent être concédés par le CNRD, par le gouvernement. Ce n'est pas la mer à boire. Oui, ce que je le souhaite vivement, ça a été toujours notre combat, parce que vouloir maintenir des accusés en prison qui ne sont pas encore présentés à un juge, ça devient de la détention provisoire et arbitraire. Le secrétaire exécutif Sakouya Baré est connu pour tout ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais violé les principes démocratiques ici. Il a son franc-parler. Et c'est quelqu'un qui est très malade aujourd'hui, se retrouve du comité de l'hôpital, ainsi que Foniki Manga qui souffre d'un problème cardiaque. Mais ce que j'ai envie de dire en clair, il faudrait qu'on sorte de cette confusion que nous-mêmes on est en train de créer. Cette confusion, c'est quoi? C'est dire que non, on rencontre Sidi Touré, on ne veut pas rencontrer Cellou Diallo et on crée une division. Non, ça c'est une confusion qui a été créée. C'est une confusion qui a été créée. En clair, cette classe politique aujourd'hui guinéenne n'a rien à proposer. Elle n'a absolument rien. C'est pas possible. Non, avocat, je suis très sérieux. Elle n'a rien à proposer. Si elle avait une offre à proposer, elle allait s'asseoir sur la table de négociation. Puisqu'elle n'a rien à proposer. Elle a peur d'affronter aujourd'hui les facilitateurs. C'est ce que je me dis, oui. Qu'est-ce que tu racontes, la Mohamed? classe politique a peur d'affronter. Pour quelle raison? Makale, pourquoi Adja Aïchaba, pourquoi et Prémis Gomou. Pourquoi? Si elle n'a pas peur, qu'elle vienne sur la table de négociation pour parler. Non, Mohamed. L'avocat, sincèrement. C'est trop facile. On peut pas. Non. C'est des arguments à deux balles. Il ne peut pas prendre le pays en otage. Comment ça? Non, attention, la transition est éminemment politique. Ce qu'on dit là, c'est sérieux. Non, Mohamed, c'est dont on parle. Ils n'ont qu'à faire attention. C'est du très sérieux, Mohamed. Oui, bien sûr. C'est du très sérieux. Mais quand le Quatuor décline toute rencontre avec les facilitatrices, vous pensez que c'est sur un coup de tête comme ça que les gens ils décident de cela? Avocat. Oui. Avocat. Vous pensez? Ce n'est pas Alpha Condé qui est au pouvoir. Ce que vous voulez me dire, oui, c'est qu'ils sont dans des caprices. Et les revendications qu'ils mettent sur la table n'ont aucun sens à tes yeux. C'est comme ça ils ont traumatisé le président Alpha Condé, ses acteurs politiques. On l'a traumatisé. Ils veulent encore traumatiser la jeune. Moi, je pense que la transition, elle est éminemment politique. Si le colonel n'a pas cette expérience politique et administrative de la gestion d'un État, que les politiques s'approchent ensemble pour mener à bout cette transition. Ces politiques, les a-t-on approchés? Ils sont approchés, mais ils refusent de venir, évidemment. Comment? On les a approchés. Aboubakar. Le premier pas du premier ministre là, on les a approchés, mais ils ne veulent pas venir. Moi, c'est ce qui me choque. Moi, je vais dire à pas les accorder cette carte blanche chaque fois. Je vais dire à Mohamed Kaba deux choses. Les efforts que le Premier ministre est en train de faire aujourd'hui, il est vrai que c'est des efforts qu'on aurait dû faire plus tôt qu'aujourd'hui, pour ne pas arriver à la crispation, au degré de crispation qu'on connaît aujourd'hui. Mais si on a finalement décidé de le faire, qu'on le fasse d'emblée, tout à fait, qu'on le fasse entier, tout à fait, c'est-à-dire que l'on soit sincère dans ses démarches. À mon avis, Talibé, si tu peux me mettre sur la table. Aboubakar, la crise. À l'espèce. Talibé, non, j'ai fini. Aboubakar, la crise a atteint un tel niveau qu'aujourd'hui, le gouvernement, le Premier ministre ne peut pas être, à mon avis, le coordinateur du dialogue. Oui, je suis d'accord. L'acteur neutre. Oui, parce qu'ils sont partie intégrante de la crise. L'acteur neutre. Moi, je n'ai rien contre Gomou. J'admire son combat pour rapprocher et recoller les morceaux. Mais le niveau de crise fait qu'aujourd'hui... Mais là, tu le recuses. Je ne le récuse pas. Ah oui, mais je ne le récuse pas. Il le récuse. Non, il dit qu'il estime. J'explique pourquoi. Et il estime. J'explique pourquoi pour moi. Non, ce n'est pas à Talibé de le récuser. Oui, non. J'explique pourquoi. C'est plutôt. Il a déjà été suffisamment récusé par le Quatuor. Aboubakar. Et aujourd'hui, la vérité, Talibé, la vérité, il faut qu'on dise ça, Mohamed. Tu ne peux pas faire sans le Quatuor, Mohamed. Il faut qu'on se le dise pour clairement, voilà, qu'on se le tienne pour clairement dire. C'est très clair, Mohamed. Tu ne peux pas faire sans le RPG Arc-en-Ciel. Tu ne peux pas faire sans l'ANAD. Tu ne peux pas faire sans le FNDC politique. Et voilà, tu peux pas faire ça. Aujourd'hui, la jeune soit clair là-dessus, Mohamed. C'est pour cela que la jeune fait flèche de tout bois pour aller chercher ces gens-là. Si la jeune pouvait faire autrement, la jeune l'aurait fait sans hésiter, c'est très clair. Aboubakar, aujourd'hui, la jeune ne jouit pas de la posture de neutralité
lui permettant de présider le cadre de dialogue. Ni la junte, ni le gouvernement. Il faut qu'on en revienne à cela et que la CEDEAO, oui, absolument, je le dis. Mais bien sûr, Mohamed. Mais Aboubacar, bien sûr, Mohamed. Quand vous échangez avec les acteurs, ils vont dire, comment ça? Quand vous échangez avec les acteurs, mais tu peux tomber du ciel, vous disent, d'accord, on va aller à ce dialogue. On va obtenir des résultats, mais qui en est le garant? Non, je n'ai pas dit ça à la jeune. Mohamed, le gouvernement. Non, j'ai dit, je ne peux pas coordonner. Il y a un problème. Je ne peux pas coordonner. Le dialogue doit être présidé par la CEDEAO. Mohamed a tendance à banaliser le niveau des crises, Mohamed. Parce que la CEDEAO représente la communauté internationale dans la crise guinéenne, et c'est la CEDEAO et la communauté internationale qui sont donc garantes de l'application de l'accord qui je vais passer la parole à la gauche. N'arrivez pas la non politique ce matin. Je passe la parole à la gauche. Allez-y, Mamadou. Voilà. Oui, parce qu'on vous a suffisamment écouté. Oui, toi tu parles en réformer au CNRD. Bien, allez-y, Mamadouri. Bon, sur le refus du Quatuor de recevoir les facilitatrices et le Premier ministre. Allez-y. Écoutez, vous vous rappellerez que moi j'ai dit ici que dans cette crise, la mauvaise foi et l'extrémisme dans les positions seront rédhibitoires à la bonne marche, ou voire même à la tenue effective de ce dialogue qui se veut inclusif. Pour l'instant, ce que je constate globalement, c'est qu'il y a de l'extrémisme dans les positions, et j'ai même appelé en conséquence à la déradicalisation des partis. Malheureusement, on est encore à ce stade. Et quand on regarde de près et globalement, on a une impression intuitive que c'est le gouvernement qui fait un peu dans cette volonté et dans cette bonne foi pour aller à ce dialogue. Parce que vous pouvez compter, et eux, ils sont en train de compter un certain nombre d'actions qu'ils ont posées et qui confirment leur bonne foi. Quelles actions? C'est déjà le fait que quand on disait que Mori Kondé était un jeune homme qui ne peut pas maîtriser les discussions avec les politiciens, qu'il fallait le faire remplacer par quelqu'un de plus mûr, donc on a choisi le Premier ministre d'alors, monsieur Mohamed Biavogui, pour qu'il dirige le cadre de dialogue. Malheureusement, on dit qu'il est tombé malade et que c'est pour cela qu'il a été remplacé. Donc, son remplaçant, logiquement, devrait donc conduire le reste du processus. Donc, on le laisse faire. Et il y a le décret du président qui institue ce cadre de dialogue qui va changer d'appellation pour revenir à ce que voulait l'autre partie, c'est-à-dire cadre de dialogue inclusif. Là, c'est un deuxième point que le gouvernement met à son actif. Puis après, il va quand même, le PM, nommer 3 facilitatrices qui sont des bonnes dames, des dames respectables, que normalement on ne doit pas rejeter, humilier, en disant qu'on ne les reçoit pas. Donc tout ça mis. Alors... Donc vous n'êtes pas d'accord avec la position du Quatuor. Je ne suis pas en train de vous donner ma position. Non, je pose la question, Mamadou. Je suis en train d'écrire. Oui. Donc tout ça mis à leur compteur, le gouvernement se dit et veut faire savoir à l'opinion qu'il est dans la démarche de la bonne foi. Pendant ce temps, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait sinon que de rejeter en bloc? Laissez-moi terminer. Oui, je pose des questions en même temps, Mamadouri. Sauf que le Quatuor dit que ces actes, les arrêtés qui ont été pris par le Premier ministre ont été pris de manière unilatérale. Ce sont des choses qui devraient être discutées avec les parties prenantes au dialogue. Et ça ne se fait pas comme ça. On ne se lève pas comme ça pour... oui, c'est en même temps, c'est important le dialogue. Allez-y, c'est là où je venais justement. Bien, je dis une fois encore que pour le gouvernement, il est dans la bonne foi, justement, sauf que ce qui devait caractériser toutes ces actions. Vous utilisiez qu'il est dans la bonne voie et non la bonne foi. Bien. Non, pour lui, il est dans la bonne foi. C'est ce que je dis. Pour le gouvernement. La bonne voie. Non, je ne donne pas mon avis. J'ai dit pour eux, ils sont dans la bonne foi et en même temps sur la bonne voie. Si vous voulez que j'emploie votre mot. Allez-y. Bien. Donc, alors, sauf que ce qui devait caractériser toutes ces actions-là, comme vous l'avez dit, c'est la consultation préalable. Justement. Parce que le médiateur de la CEDEAO, dans sa première conclusion ici, a dit aux opposants et aux acteurs sociaux que ceux qui ne s'étaient pas encore associés au cadre de dialoge, il les a invités. Il les a invités de le faire parce que le cadre de dialogue allait être réactualisé de façon consensuelle. Donc, ce consensus-là aura manqué de bout à bout à toutes ces actions que le gouvernement a posées en pensant qu'il est dans la bonne foi et sur la bonne voie. Voilà. Donc, j'ai dit que c'est ce qui aura manqué. Et quand on regarde, je répète mon mot, grosso modo, pour répéter le professeur Bano, on a une impression intuitive que le gouvernement est dans la bonne foi. Mais le consensus aura manqué de bout à bout. Les consultations, notamment à cause des consultations préalables qui ont manqué. Voilà, notamment la définition du cadre, le choix des facilitatrices et tout le reste. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui reste aux opposants?
On est d'accord qu'ils n'ont pas été consultés. Mais à un moment donné, il faut lâcher du lest. Vous avez pris l'opinion à témoin, ils n'ont pas fait de consensus. Et c'est là où j'entends Dr Makale qui dit, nous les comprenons, c'est vrai, ils n'ont pas été consultés quand on nous choisissait, nous les 3 dames. Ouais. Mais moi, je veux qu'ils nous reçoivent en tant que des sœurs, en tant que des femmes respectables, pour qu'ensemble, nous puissions corriger ce qui aura été violé, manqué, je pense que voilà, c'est un discours qui peut être capté. Je pense qu'à un moment donné, je pense qu'à mon humble avis, à un moment donné, cela doit être entendu. Oui, cela doit être entendu. Parce que ces bonnes dames-là vont sortir goumou de tous ces manquements qu'ils auront fait en amont et le faire revenir devant ces acteurs pour qu'ils discutent afin qu'on revienne à la normale. Donc de cette manière, vous pensez que le gouvernement peut corriger le tir? Le gouvernement peut être amené à corriger le tir sur la base de tout ce qui a été manqué, de la médiation qui va être faite par les facilitateurs. De tout ce qui a été manqué après. Bon, je pense que ce qui nous reste et ce qu'il nous faut, quels que soient les partis, une fois encore, c'est la bonne foi. Et moi, si j'ai un appel à lancer, c'est que toutes les parties doivent se déradicaliser. Merci Mamadou. Allez-y, cabinet. Sur le refus, parce que comme Mamadou le disait, en citant bien entendu Dr Makale, il y a un minimum d'écoute à avoir de la parole de ces facilitatrices, notamment celle qui est celle de Dr Makale Traoré, qui a même dit hier qu'elles sont prêtes à tous les prix, à tout prix, elles sont prêtes à se faire recevoir par les leaders du Quatuor. Makale peut-être la facilitatrice en chef. Ouais. On en a tous les. Peut-être voilà la seule facilitatrice d'ailleurs. Ouais. Non, je pense que ça se résume à sa personne. Oui, absolument. Bien. Moi, je comprends bien la démarche du Quatuor qui est même du type syllogistique, c'est-à-dire qui considère que le CNRD est une partie à la crise. Si tel est le cas, c'est que le CNRD ne peut pas être à la fois arbitre et partie à la fois. Vous voyez. Donc, et de ce point de vue-là, ils ne peuvent pas non plus écouter les facilitatrices qui découlent de ce cadre de dialogue-là. Ouais. Donc, il y a une démarche que je trouve assez logique dans la façon dont le Quatuor perçoit la démarche un peu ce cadre-là. Maintenant, est-ce que nous sommes aujourd'hui dans une disposition où ces facilitatrices-là ont la capacité de faire fléchir la position du Premier ministre alors que le Premier ministre lui-même dépend du CNRD qui détient la clé de voûte de l'exécutif? Je pense que il peut pas écouter d'une certaine façon les facilitatrices si toutefois elles ne peuvent pas changer grand-chose. Mais pour autant, il faut le faire au cabinet. Je dis que je comprends bien cette position-là. Oui, bien sûr. Pour autant, voilà, moi je suis d'accord avec la position de Mamadouri. En fait, la sollicitation de Dr Makale, son message à l'endroit du Quatuor, quand même, qui est l'appel tout de même à les recevoir, à les écouter, et pour qu'ensemble, ils regardent comment corriger les impairs. C'est peut-être jouable. Je pense que c'est pas hors de portée, cabinet. Je pense que le cadre souffre d'un problème congénital. Ouais. Je suis d'accord. Et ce problème-là, on ne peut pas l'occulter et penser que devant, on pourrait trouver une solution. Oui, parce que laissez-moi vous dire ça, parce qu'on aurait pu éviter tout cela. C'est cela. Voilà. C'est cela. Et comme l'avait recommandé d'ailleurs le médiateur. Je pense que mesdames les facilitatrices sont animées de bonne foi. Sont animées de bonne foi, mais j'ai comme l'impression qu'on les a mises dans une situation très inconfortable. Très inconfortable, d'hypotension qui ne dit pas son nom et qu'elle-même peut-être n'avait pas mesuré toute cette portée-là. Ouais. Et je pense que aujourd'hui, Dr Makale qui arrête toute activité ou qui suspend toute activité politique, ouais. Pensant c'est un énorme sacrifice. C'est un énorme sacrifice. Ouais. Ce sacrifice-là, je pense elle devrait plutôt en amont se rassurer de la possibilité que ce cadre-là puisse ramener le Quatuor au sein du dialogue. Parce qu'il faut aussi rappeler une chose, c'est pas que les Quatuors. Vous avez le front, la CPR, la CONAREP. Vous avez aussi les acteurs sociaux. Ouais. Vous avez un autre élément. Et vous avez la coalition de Lansana Ouattara. Effectivement. Voilà. Et je disais qu'il y a un autre élément, un autre acteur, et non des moindres, c'est l'opinion publique. Ouais. Cette opinion publique-là, et aujourd'hui, il y a à évaluer son acceptabilité. Il est aujourd'hui à comprendre comment elle perçoit tout ceci. Ouais. Et quand on sait que les partis politiques et les médias sont en fait des constructeurs d'opinion publique, on se rend bien compte que la démarche qui est celle aujourd'hui du CNRD devrait être revue dans un strict
en fait, dans le cadre d'un unanimisme qui pourrait permettre donc de fédérer le maximum de forces autour de ce cadre-là, puisqu'il faut quand même dire que tout le monde ne peut pas y être, mais les plus importantes doivent être pour que l'on sorte complètement de cette crise, parce que nous sommes dans une crise interne qui ne dit pas son nom, doublée par, effectivement, par la crise avec les institutions de la CEDEAO. Bien sûr. Voilà, comme pour dire en définitive que l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue n'est pas pour demain. Aboubakar, la date du 20 est-elle tenable pour l'ouverture du cadre de dialogue? On a déjà des croyances dans ce processus. Et la croyance est un produit de l'erreur. Et cette croyance, elle s'acquiert de deux manières. C'est le ouï-dire et par expérience. Prenons le ouï-dire. On a écouté les décideurs guinéens dans leurs propos. On n'a pas l'impression, et ça peut être la source d'une des croyances, on n'a pas l'impression qu'ils soient disposés à avoir un dialogue franc, inclusif et utile pour la République. Parce que quand on se rappelle un peu des termes de certains propos, quand on se rappelle du discours de M. le Premier ministre à l'égard du président de la CEDEAO, et quand on se rappelle de la formule très usitée actuellement en Guinée qui veut dire on ne reculera pas, on ne pense pas que quelqu'un qui n'a pas l'intention de reculer ait la bonne foi dans le dialogue. Ça, c'est le dire, et c'est pour ça les accords Toltec nous proposent d'avoir toujours la parole impeccable. Et impeccable, décomposer le mot, peccatus, c'est le péché. Et incessant, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une parole bonne qui ne soit pas, si vous voulez, enrobée dans un certain péché. Alors, ces croyances-là, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser pour pouvoir peut-être aller vers un dialogue franc? Premièrement, les Anglais disent que pour changer le monde, il faut te comprendre toi-même. How to change the world? First of all, by understanding yourself. Si tu ne te comprends pas toi-même, tu n'es pas capable d'évaluer tes défauts, d'évaluer si vous voulez, tes forces et tes faiblesses, tu ne peux pas conduire un dialogue. Tu ne peux pas construire un dialogue qui puisse être utile à la République. Alors, comment est-ce qu'on peut se comprendre? Premièrement, c'est par la réflexion. Il faut qu'on arrive à se dire, oui, je suis sur ce chemin-là, mais il n'est pas bon. Je pense qu'il n'est pas bon. C'est top. Et alors, si vous comprenez, vous pensez que ce que vous faites n'est pas bon, il vous est très facile de reprendre le chemin. Le tir, Et comment est-ce qu'on peut en ce moment-là changer les autres? Parce que nous parvenons à nous comprendre. C'est par les actions. Les actions, on peut mettre le déplacement de monsieur le Premier ministre vers monsieur Sidi Touré, dans ce cadre. Dans ce cadre-là. Tout à fait. Mais ces actions-là, elles ne doivent pas avoir un arrière-plan, un agenda caché. Et ces actions-là, elles vous trahissent. Parce que quand vous n'êtes pas sincère en menant une action, on comprend la meilleure manière de s'exposer, c'est d'agir. Mieux, Akumba, pour te compléter, parce que vous avez parlé de cette rencontre, c'est pas de l'actuel locataire du palais de la Colombe vers une des figures importantes de la classe politique, Sidi Touré, mais puisque vous parliez d'action, c'est pas la seule action qu'il faut mener dans le sens de l'apaisement, dans le sens de voilà, il y a d'autres actions qui sont dans les cordes du pouvoir aujourd'hui. Oui, il faut concéder. Pourquoi voir M. Sidia? Dans la configuration actuelle des acteurs de la politique et des alliances naturelles, on sait qu'il y a probablement un certain nombre de personnes qui ne seraient pas... Ces personnes-là ne seraient pas nombreuses, qui puissent mettre pression, par exemple, sur un Cellou Dalein Diallo. S'il une fois il prendra une option d'amener Cellou dans le dialogue, Cellou participera au dialogue. Je l'imagine dans toute mon ignorance. Koundouno, quand il décidera de dialoguer, je pense qu'il va embarquer un Cellou Dalein. Je pense que si on arrivait à comprendre ça, on pourrait admettre que ça soit bon que M. le Premier ministre aille vers Sidia, c'est-à-dire qu'il ait un interlocuteur qui puisse faire changer les pions. Je termine par dire que les Américains disent que pour avancer, il faut utiliser un adversaire. L'adversaire a besoin, à ce que vous soyez en confiance, qu'il mérite la mission, qu'il mérite, permettez-moi la tautologie, qu'il mérite votre confiance. Il fera en sorte de mériter celle-là. Mais quand vous utilisez des amis pour faire des missions, pour dérouler des missions aussi délicates de ce type-là,
ces amis-là finiront par vous trahir, soit par jalousie, parce qu'ils vont se poser la question, pourquoi Mamadi Doumbouya à la présidence, pourquoi pas moi? Alors que nous nous connaissions depuis un long moment et je connais ses forces et ses faiblesses, pourquoi pas moi? C'est pour ça que j'aimerais dire que le meilleur facilitateur de ce dialogue pour la junte actuelle, je pense à Infoniké Mengue, dans toute ma folie. Dans toute ma folie. Parce que quand vous avez un adversaire qui essaye de vous pousser les pions, qui vous conduire un dialogue, sincèrement, d'abord il va utiliser ses propres convictions pour que vous les acceptiez. Et vous avez le talent de lui faire comprendre que ces convictions ne sont pas les bonnes dans le dialogue. Et puis ça parviendra à se faire comprendre. De toutes les façons, les Arabes pensent que 999 amis, c'est peu. Et un ennemi, c'est déjà beaucoup. Merci Akoumba. Voici ce que nous vous proposions comme grille de lecture sur ces efforts en cours de la part du Premier ministre de tout le gouvernement pour opérationnaliser ce cadre de dialogue inclusif institué par décret du président de la transition. On va y revenir forcément dans d'autres numéros de Mirador. La suite.